Bienvenue dans Chasse Passion. Le tir sélectif du cerf a attiré Jacques Schmelk en Moselle. Il nous invite à parcourir son territoire en plein parc régional des Vosges du Nord. Les Vosges interposent leurs sommets arrondis, leurs chaumes et leurs profondes forêts de sapins. Et la ligne bleue de la route des crêtes est un ondulant balcon qui tourne ses regards, alternativement vers la Lorraine et vers l'Alsace. Nous nous situons au cœur du parc régional des Vosges du Nord, au nord de Strasbourg, non loin des ruines du château de Falkenstein, qui domine les terres du baron de Dietrich. Pour l'anecdote, le baron de Dietrich, alors maire de Strasbourg en 1792, accueillait le capitaine Rouget de Lille, qui composa un chant de guerre devenu l'hymne national français. C'est le pays du grès rose et de l'exploitation forestière. Sur les cailloux et les sables déposés par le Rhin et ses affluents s'étendent de grandes forêts. Celle d'Haguenau couvre près de 14 000 hectares composés pour les 2/3 de pins sylvestres et pour le reste de feuillus, où dominent charmes, hêtres et chênes. Les ouvrages de la ligne Maginot composent notamment le paysage du pays de Bitche. Des dalles d'installations souterraines, datant de la dernière guerre, où la vie, au quotidien de cette véritable cité souterraine, nous est encore dévoilée. Alors là, nous sommes sur un territoire privé qui appartient à des groupements forestiers dépendant de la famille de Dietrich. C'est un territoire qui s'étend sur une superficie de 5000 hectares, mais nous ne sommes, avec mes partenaires, que locataires d'une partie de ce territoire, environ un tout petit peu moins de 1400 hectares. Ces 1400 hectares sont à cheval sur deux départements, le Bas-Rhin et la Moselle. Et nous sommes en ce moment ici en Moselle. Vous êtes déjà dans les Prévosges du Nord, hein, donc vous avez les fameux grès des Vosges. Sur le territoire, nous avons quelques rochers rouges typiques de la région. Donc là aussi, c'est propice aux animaux parce que sous ces rochers, vous avez souvent des creux, des crevasses dans lesquelles les animaux aiment bien venir se reposer, notamment par temps de pluie ou par temps de neige. Ils sont complètement abrités. Alors nous avons, si vous voulez, à la fois des clairières, des petites, je ne peux pas parler de montagnes, mais disons des collines, et le biotope en lui-même est à la fois feuillu et résineux, avec des fourrés, et puis ont été aménagés sur le territoire quelques cultures à gibier, de façon à maintenir du gibier et des animaux sur le territoire. Il y a bien entendu une exploitation forestière, qui est complètement indépendante, si vous voulez, en ce qui me concerne de la chasse, mais qui intervient dans la gestion de la chasse, puisqu'il faut un équilibre entre les animaux et la récolte du bois, c'est-à-dire que les animaux ne soient pas trop nombreux et ne fassent pas trop de dégâts dans la forêt, si bien qu'on trouve cet équilibre avec le propriétaire ou les responsables de la gestion forestière. Il y a un plan de tir à respecter, il y a un minimum à faire chaque année, qui est étudié par les forestiers eux-mêmes qui connaissent à peu près la proportion d'animaux. Je peux vous dire par exemple qu'on a entre 30 et 40 chevreuils à tirer chaque année, donc sur 1400 hectares, ce qui est tout à fait raisonnable. En cervidés, on a un certain nombre de cervidés à tirer qui est à déterminer avec le propriétaire. Il a, lui, un certain nombre de bagues et nous en donne en fonction des possibilités de tir, tout ça dans le respect, bien entendu, de cet équilibre à la fois forestier et cynégétique. Alors, vous avez le bonheur d'être sur place régulièrement. Oui, tout à fait. Quand vous accueillez des actionnaires. Voilà, tout à fait. Nous avons une société de chasse, si vous voulez, où nous sommes entre 25 partenaires avec des statuts un petit peu différents. Certaines ne viennent que pour les battus. Un certain petit nombre vient pour faire du tir de sélection, donc c'est-à-dire peut venir à partir du 15 avril, c'est-à-dire date de l'ouverture du sanglier, jusqu'au 1er février, qui est la fermeture générale, si vous voulez. Mais le principe, comme il y a entre 3 et 4 battus par an, le principe c'est qu'à partir du mois d'octobre, on ne fait plus de tir de sélection de façon à ne pas déranger les animaux et à ce que nos partenaires qui viennent que pour
Vérifier un peu à quelle heure ils sont venus cette nuit. Alors, Donc, 8h05, 20h05. Ok. Qu'est-ce cet engin? Alors, c'est un moyen de connaître à quelle heure viennent les animaux. Et essentiellement les sangliers, puisque nous mettons du maïs sous une pierre, laquelle recouvre et est branchée à une pince à linge qui fait le contact avec le réveil. Et lorsque les sangliers retournent la pierre, le contact se défait, ça arrête le réveil. Donc ça nous permet de savoir à peu près à quelle heure viennent nos animaux. C'est un des moyens que nous avons trouvé, qu'a trouvé Francis, pour essayer de recenser un peu le nombre d'animaux que nous avons sur le territoire, car c'est effectivement assez difficile à savoir, de savoir à quelle heure exactement, est-ce que ce ne sont pas les mêmes animaux qui viennent à 36 miradors différents, en sachant que s'ils viennent tous à 20 heures au même endroit, ça ne peut pas être les mêmes, bien évidemment. Donc c'est un des moyens pour savoir. Ça ne nous dit pas le nombre d'animaux, mais ça nous permet très exactement de savoir à quelle heure ils viennent. C'est trop sec, hein, Francis, on voit rien. Il n'y a pas eu de pluie depuis 3 semaines. Trop sec, il n'y a pas de traces. Ah, si, là, un chevreuil, là. Un chevreuil. Tiens, Marion, viens voir le chevreuil, la trace de chevreuil, là. Là, regarde. Là. Tiens, Juju. Là, une trace de chevreuil, là. Ça, c'est, on ne sait pas, mais ça, c'est une trace de chevreuil, ici. Tu vois, là. Petite trace de chevreuil. Oh, ça, c'est plus, on ne sait plus très bien, tu sais, c'est difficile. C'est trop sec, chérie. C'est très difficile de voir. Alors Jacques, c'est un point de passage particulier? C'est-à-dire que c'est un coin qui est effectivement un coin de passage particulier, puisque vous avez un fourré de l'autre côté, vous avez un fourré ici, et vous avez en réalité le village. Donc les animaux, quand ils viennent de ce fourré, ont tendance à passer par ici pour aller chez notre voisin, puisque la limite est finalement relativement proche. En les agrénant, on arrive à les stabiliser un petit peu par ici. Le principe étant d'essayer de garder toujours ces animaux sur son territoire au maximum, bien sûr. Bon, mais bien sûr, Francis. Tenez. Hein, attends, Francis remet la batterie. Et après, ça va faire quoi? Et alors après, la batterie se met en route, ça tourne et le maïs est tout arrosé autour, là, tu vois. Il n'est pas là? Mais si, par terre aussi, là. Pas là, j'en ai que son... Mais on va s'enlever pour pas prendre le maïs sur la figure. Oh, C'est encore parce que ça gicle très fort. Alors ceci est un agrénage automatique. Absolument. Alors c'est un agrénage automatique qui est donc situé à un endroit où, comme vous le constatez, il n'y a aucun mirador aux alentours. Nous avons fixé une heure relativement tardive, c'est pour permettre aux sangliers de trouver en milieu de nuit un endroit où ils ont de la nourriture et où ils ne seront pas dérangés par notre présence. Donc nous n'y venons qu'une fois par semaine pour être certains que le mécanisme fonctionne bien. Francis a constaté hier que la batterie était déchargée, il l'a donc rechargée. Et là, il n'y reviendra pas maintenant avant 8 jours, ou si ce n'est peut-être dans la journée, si ses activités professionnelles l'amènent par là, pour vérifier que le maïs est bien tombé, qu'il y a des traces, donc que les animaux y viennent. Encore une fois, vous analysez l'heure de passage par le système dans le... Alors, non, pas ici, justement. Ici, il n'y a rien du tout de cela. Nous savons que c'est un endroit qui est tranquille, où ils viennent régulièrement. Donc, il n'y a rien d'artificiel, je dirais, en dehors de cet agrénage automatique. Ah, bah dites donc, ils cherchent déjà à rentrer, hein, les sangliers, là. Ah, ben là, ils ont fait fort. Ils ont presque réussi à passer déjà, là. Hein. Bon, bah, de toutes les façons, on va les ouvrir quand? Au mois de décembre? Fin décembre, Fin au décembre, moment où ouais. il y aura moins de nourriture. Moins de nourriture partout. Ouais. Alors c'est un site particulier. Voilà, tout à fait. C'est un champ de topinambour que nous avons clos, de façon à permettre aux plantes de pousser, parce que sinon les animaux viendraient tout de suite les manger. Et nous n'ouvrirons ce site qu'au mois de décembre à peu près, ce qui permettra d'avoir encore en début d'hiver, si vous voulez, de la nourriture pour les animaux, les cerfs et les sangliers étant très très friands de ces topinambours. Le topinambour, C'est une espèce de tubercule qui ressemble un petit peu à la pomme de terre.
Et alors, il gratte la terre. Alors, il faut espérer, bien entendu, qu'en décembre, ça ne soit pas complètement gelé, ce qui a été le cas l'an dernier. Mais sinon, ils grattent ça, ils mangent cette tubercule, mais ils en sont extrêmement friands. Lorsque nous ouvrons dans les 24 heures, ils y rentrent, et alors après, ils y sont systématiquement tous les soirs, quoi. C'est une région de source. C'est une région de source. Cet étang en est le produit. Vous avez une source en son milieu. C'est un étang artificiel qui est relié à un autre étang qui est un petit peu plus bas par un petit ruisseau, lequel est également alimenté principalement par une autre source. Ce sont donc des étangs qui ont été créés il y a un certain nombre d'années pour le plaisir des propriétaires, puisque là, c'est l'étang de baignade et l'étang du dessous étant l'étang de pêche, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus profond, alors que celui-ci ici a un fond qui descend tout à fait progressivement, qui permettait aux baigneurs de rentrer progressivement dans l'eau. Mais on ne s'y baigne plus depuis de nombreuses années. De temps en temps, nous trouvons quelques promeneurs en train de se rafraîchir. Ce qui vous amène, en tant que chasseur, à taquiner... Alors, bien entendu, nous sommes sensibles à ces points d'eau dans la mesure où ils attirent quelques anatidés, notamment des colverts, qui sont généralement des colverts sédentaires, et que nous maintenons sur ces différents points d'eau en leur mettant quelques grains, ce qui nous permet 3-4 fois dans l'année de les faire voler un petit peu. Parmi les hommes qui connaissent le domaine, Jacques garde une profonde estime pour Boris Beierlein, qui y chasse depuis 40 ans. Homme d'expérience en tant que chasseur et forestier. Bon. Alors Boris, ce soir, Bah, vous allez au copain. oui, on a des chances de voir quoi? Bah, éventuellement des cerfs. Étant donné qu'ils sortent assez bien sur ces prés, là. Oui. Et ça brame un petit peu ou pas? Ah oui. Oui. Alors, bon, correct. Peut-être une chance de voir des cochons aussi, peut-être? Oh, peut-être, oui. Ils sortent pas trop tard. S'ils là. sortent pas trop tard, oui, c'est vrai que c'est le problème. Le jour a beaucoup baissé, là. Hein. Alors Jacques, nous sommes début octobre. Oui. Ce qui veut dire que par rapport à votre plantille, Eh bien, c'est-à-dire que nous avons donc un certain nombre de cervidés coiffés et non coiffés à tirer, et que donc on profite de cette période du brame pour essayer de tirer des cerfs, puisqu'ils sont bon, peut-être moins méfiants puisqu'on est en période de rut, et surtout d'essayer de tirer des cerfs qui doivent être tirés, puisque vous savez que nous avons des bracelets, des bagues qui correspondent à des animaux extrêmement précis, donc on ne peut pas se permettre de tirer n'importe quoi, c'est pas parce qu'un cerf vient qu'on peut le tirer, encore faut-il l'identifier. Donc c'est vrai qu'en cette période-ci de l'année, nos efforts, si je puis employer ce terme, se portent plus particulièrement sur le cervidé, sur le cerf coiffé principalement. quelle est votre attitude par rapport à la chasse entre le travail de la traque ou de l'approche vous avez une préférence Bah, l'approche, c'est ce qu'il y a de mieux là au point de vue chasse. La battue, c'est une battue, hein, mais l'approche, c'est quand même, vous êtes seul. L'approche, c'est une chasse d'égoïste. Ah non. C'est la vraie chasse. Vous êtes quand même, C'est la vraie chasse. Vous êtes quand même confronté avec l'animal. Donc l'animal a toutes ses chances de sauver, de sauver sa peau, là, oui. Si l'animal est plus malin que vous, alors il est loin, là, il est parti. Hein. Alors j'ai effectivement opté pour le tir de sélection parce qu'il permet une totale communion avec la nature, puisqu'il se pratique uniquement par l'approche ou par l'affût au mirador, ce qui implique une bonne connaissance de son territoire et puis aussi une bonne connaissance de l'habitude des animaux, et ça
C'est pour moi beaucoup plus satisfactoire d'observer ces animaux, de savoir exactement à quel animal j'ai affaire, plutôt que de lâcher un coup de carabine au saut d'un lion, où on ne sait pas exactement ce que l'on tire, où le tir est quand même beaucoup plus aléatoire également. Vous vous considérez comme un prédateur? Comment êtes-vous devenu chasseur? Je suis forcément un prédateur, puisque je tue, mais je suis devenu chasseur, au risque de faire du mauvais humour, je dirais peut-être comme Astérix, parce que je suis tombé dedans quand j'étais tout petit, ou peut-être aussi parce que j'ai le chromosome de la chasse, il existe peut-être. Non, la réalité est beaucoup plus simple, c'est que papa était un très grand chasseur et que très jeune, il m'a initié à ce sport et que j'ai le souvenir par exemple que mon premier mirador, je l'ai fait à l'âge de 4 ans. Donc tout ça a fait que cette communion avec la nature s'est emparée de moi et j'ai une véritable passion pour la vie dans la nature et tous mes moments de loisirs y passent. Je ne fais que ça, je suis dans la nature. Je dis souvent à ma femme, tu as la chance de connaître ma maîtresse, c'est la forêt. Bien, ben me voilà à mon poste. J'enlève la sécurité de mon arme. Je cale ma carabine. Je m'assure qu'elle est bien calée. Et maintenant, je vais régler mes jumelles pour être certain de ne pas être surpris le moment venu. Voilà. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à attendre. Alors, ce point d'observation est un point que j'aime particulièrement parce qu'il se trouve au cœur de la chasse. Il y a 2 points d'eau en face et sur le côté 2 étangs. Et que c'est un coin qui est généralement fréquenté par les cervidés. Comme nous sommes en période de brame, j'ai peut-être l'espoir de voir ce soir un cerf coiffé ou avec des biches. Bon, c'est l'espoir. Maintenant, c'est vrai que je ne m'attends qu'à voir du cervidé. Je pense que si les cerfs sont là dans le coin et qu'ils viennent sur ce territoire, je ne verrai rien d'autre. Mais je suis là plus particulièrement ce soir pour des cervidés. Je crois que sur le territoire, c'est l'endroit où j'ai le plus de chance. C'est la raison pour laquelle j'y suis venu. Vous avez aussi un point de culture? Il y a un point de culture également. Ce sont des topinambours. Et nous avons, bien que le champ soit engrillagé, cette année, nous avons laissé ouvert les topinambours, justement pour que les cerfs, en cette période, puissent venir manger ces topinambours s'ils le souhaitent en cette période de rut. C'est une 757, une mandigère. Je ne l'ai pas choisie, je l'ai héritée de mon père. C'est une arme à laquelle je tiens beaucoup. J'ai tiré la plupart de mes premiers grands animaux avec elle. C'est un petit calibre pour les grands animaux, mais la balle est très rapide. Donc, notamment en tir de sélection au mirador, en principe, on peut arriver à bien placer sa balle. Donc, le fait que le calibre soit petit n'est pas un inconvénient majeur. Quant à la lunette, c'est une lunette tout à fait classique, c'est une 4-16, mais qui est absolument indispensable, notamment en cette période-ci, puisque le jour tombe très tôt et on gagne en visibilité de nombreux instants précieux, puisque les animaux ont tendance à venir à la nuit tombée. Et par rapport à la vision humaine, on gagne vraiment, elles sont, comme l'on dit, bleutées. C'est-à-dire qu'elles donnent je ne peux pas dire la longueur, la durée du temps, mais on gagne par rapport à la vision humaine. Voilà. Et tout ça, c'est pas du tout pour être plus assassin ou meilleur, mais c'est pour garantir un tir dans les meilleures conditions possibles, pour éviter en toute la mesure du possible de blesser l'animal, de le tirer dans de mauvaises conditions, avec une lunette. C'est du tir arrêté en principe au mirador, donc l'animal ne devrait pas souffrir.
vaguement aperçu un petit chevreuil, mais rien, et le gibier est méfiant. Et puis la pression de chasse est là aussi, et surtout, il y a eu un coup de carabine ce soir. Voilà. J'espère que ce sera meilleur la prochaine fois. Les grandes cultures se sont toujours rapprochées de leur mort. Les Égyptiens embaumaient, les précolombiens également. Le chasseur viscéralement aime garder des traces de l'animal qu'il a poursuivi. Visite chez un taxidermiste. On ne peut soupçonner ce qui se passe dans cet atelier proche du centre de Bruxelles. Pierre-Yves Ranquin est aujourd'hui taxidermiste naturaliste. Il conçoit son métier avec passion et veille sur une clientèle traditionnelle qui reste fidèle à la vieille maison. Je crois qu'il y a d'une part et d'autre des idées préconçues. Je crois réellement, c'est ce que je dis toujours, il y a cette éducation à la base qui fait qu'un animal se respecte, donc ne se tire pas à n'importe quel âge. Que l'aboutissement, je dirais par exemple pour un chevreuil, inévitablement, c'est la qualité du bois, je dirais, qu'il porte. C'est souvent, une fois qu'on l'a tiré, que on pourra enfin dire si il était apte à être tiré ou non. Et la démarche pour trouver une bête de qualité, et c'est le fond de la chasse, c'est la recherche, l'expérience, et pouvoir apprécier et juger avant de tirer. Donc il est normal que la personne qui ait fait toutes ces démarches ait comme aboutissement l'envie de garder, je dirais, ce qu'on appelle le trophée. Je pense que le tireur et non le chasseur, il ferait mieux de tirer aux clés, par exemple. Pierre-Yves travaille le montage traditionnel de tout ce qui est trophée grande chasse. Chevreuil, sanglier. Principalement le massacre, c'est-à-dire la calotte crânienne et les bois. Et la petite taxidermie, soit les montages de tête. Maintenant, évidemment, il y a toujours des animaux, et ça, je sais que c'est un problème qui touche tous les taxidermistes, c'est le singe. Parce que le singe, il n'y a rien à faire. Le singe, il est très proche de nous, de par son physique, de par son attitude, de par un tas de détails, qui fait qu'il n'est jamais drôle je dirais, de dépouiller un singe. On a un peu l'impression de dépouiller le voisin. La chasse a évolué, la clientèle aussi. Rendre l'animal vivant vaut tout autant pour l'animal domestique. N'hésitez pas à visiter un taxidermiste, il aura toujours de belles histoires à vous conter. Ce magazine hebdomadaire est réservé à des sujets et témoignages tournés en majeure partie avec la complicité de chasseurs français. Tout type de chasse est représenté avec un regard particulier sur la qualité et la gestion du milieu naturel, sans oublier la convivialité des hommes de terrain pour notre plus grand plaisir. À bientôt dans Chasse Passion.